C'est à San Cristóbal de las Casas que nous nous plongeons aujourd'hui, ville située sur les hauts plateaux de la province du Chiapas, au sud du Mexique. Fondée en 1528 sous le nom de Villarreal, cette ville a été rebaptisée de multiples fois avant d'acquérir en 1848 son nom actuel, qui honore Bartolomé de las Casas, premier évêque du Chiapas. Aujourd'hui, San Cristóbal de las Casas incarne un centre culturel et politique majeur pour les Mayas et les autres peuples indigènes de la région. Cette ville, pleine d'histoire et de culture, dispose de nombreuses industries faisant tourner son économie. En effet, le tannage, la distillation, la mouture, la mise en conserve, l'exploitation forestière et l'artisanat constituent les principales occupations de la ville. Toutefois, ce sont les nombreux passages de touristes au sein de la ville, sur le chemin des ruines mayas de Palenque, qui constituent la part la plus importante des revenus. Depuis 1994, la ville de San Cristóbal de las Casas connaît un tournant. L'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain permet l'implantation de la plus grande usine Coca-Cola sur son territoire, qui aura par la suite de multiples répercussions sur son environnement, mais aussi sur sa population. L'implantation de Coca-Cola dans la région et le pays a amené certains à parler de cocalonisation du Mexique, associant l'arrivée de la compagnie à une colonisation. Mais alors, pourquoi peut-on parler de la cocalonisation du Mexique? L'œuvre que nous avons choisie est le documentaire de Julie Delettre, L'emprise du Coca-Cola, réalisé en 2016. Ce documentaire dénonce la manière dont la firme Coca-Cola a implanté à San Cristóbal de las Casas sa plus grosse usine de production. La réalisatrice a choisi cette ville puisque San Cristóbal se situe dans le Chiapas, la région la plus pauvre du Mexique. À travers ce documentaire, nous constatons comment la multinationale a fait main basse sur l'eau en pompant les nappes phréatiques de la ville, privant ses habitants de l'accès à l'eau potable. Mais elle nous montre aussi les conséquences désastreuses qu'a la surconsommation de coca sur la santé des personnes vivant à San Cristóbal. Dans les années 80, la firme Coca-Cola, déjà très développée aux États-Unis, décide de s'agrandir et d'ouvrir de nouvelles usines, cette fois-ci à l'étranger, au Mexique pour commencer. Quelques années plus tard, en 1992, le gouvernement mexicain décide de libéraliser le marché de l'eau sur son sol, et Coca-Cola obtient l'autorisation de puiser dans les réserves de San Cristóbal. Le gouvernement, voyant ses rentrées d'argent augmenter grâce à la libéralisation de son économie, décide de laisser Coca-Cola faire et n'écoute pas les habitants, qui commencent à s'indigner contre la baisse drastique d'eau courante dans la région. Plusieurs soupçons de corruption émergent. L'ancien président mexicain, Vicente Fox, était par ailleurs président de Coca-Cola en Amérique du Sud, de 1974 à 1979. Coca-Cola décide de s'implanter dans le pays et de s'immiscer dans la vie de la population par la force. Elle propose aux petites échoppes de repeindre leurs murs, de leur offrir des tables et des chaises aux couleurs de l'entreprise. Tous acceptent, la plupart des tenanciers n'ayant pas l'argent nécessaire pour faire ces travaux et acheter tous ces objets de leur propre poche. La région de San Cristóbal devient bardée de rouge et tout le monde, même dans les régions les plus reculées, connaît désormais Coca-Cola. Pour finaliser son implantation, la firme décide d'attirer la main-d'œuvre en proposant des salaires 2 fois supérieurs à ceux proposés dans les autres entreprises de la région. Le travail, en plus d'être bien rémunéré, est stable et assuré. En mi área, en un mes te podías ganar alrededor de 4,000, 5,000 pesos, los cuales para un obrero en un trabajo que tiene el sueldo mínimo, pues es el doble. Lo que ganas allá adentro, como estás seguro, pues ahí es donde empiezas a ver que sí es un trabajo estable. Coca-Cola, grâce aux autorisations délivrées par le gouvernement mexicain, exploite 50 nappes d'eau dans la région de San Cristóbal, et 15 d'entre elles sont surexploitées. C'est d'ailleurs la troisième raison qui explique la baisse d'eau dans la ville depuis 10 ans, après la déforestation et les sécheresses liées au réchauffement climatique. Cette exploitation abusive a entraîné la disparition des cours d'eau et l'impossibilité pour les habitants des villages alentours d'avoir l'eau courante. Ils sont désormais obligés de se rendre à un puits commun, puiser l'eau nécessaire, la ramener à la maison à pied et la bouillir, car l'eau n'est plus propre à la consommation. En devenant plus rare, l'eau est aussi devenue plus chère, et son achat représente jusqu'à un quart du salaire pour une famille. Coca-Cola, afin d'attirer encore plus de clients potentiels, a décidé à ses débuts de proposer des bouteilles de coca beaucoup moins chères dans les villages reculés que dans le centre de la ville. Pour beaucoup, le coca est devenu leur boisson par défaut, car moins cher et plus facilement accessible. Les habitudes des habitants ont donc drastiquement changé. Les baptêmes, les mariages et autres célébrations sont faits avec du coca. Même certains rituels se font désormais avec du coca, comme c'est le cas pour les rites tzotzil, qui expliquent que grâce au rot que provoque la boisson, ils expulsent les mauvais esprits de leur corps. En d'autres termes, Coca a réussi à implanter une véritable idéologie autour de sa boisson. Elle rend plus fort, elle est capable de guérir et permet de s'exorciser. Au
Mexique, la population n'est pas consciente des dangers du coca, et ce constat est encore plus criant dans les régions reculées du pays, comme à San Cristobal. Avec un prix dans les villes de 21 pesos pour une bouteille de 3 litres de coca contre 24 pesos pour 3 litres d'eau, le choix de la population se tourne logiquement vers la boisson sucrée. Aujourd'hui, le Mexique a donc dépassé les États-Unis en termes de consommation de Coca-Cola, avec en moyenne 163 litres bu par an et par personne contre 118 litres aux États-Unis. Ajoutez à cela le fait que le coca mexicain est fait à base de sucre de canne, qui contient 8% de glucose de plus que le coca des États-Unis, et vous obtenez un cocktail explosif. Le Mexique est donc devenu en 10 ans le pays avec le plus grand nombre de personnes souffrant de surpoids, 70%. En s'implantant partout et en cassant ses prix, l'entreprise américaine attire aussi de plus en plus d'enfants qui, dès leur sortie des cours, se précipitent dans l'échoppe la plus proche pour aller s'acheter une bouteille de Coca-Cola avant de rentrer chez eux et d'en boire plus. En une dizaine d'années, le surpoids touche maintenant 3 fois plus d'enfants qu'auparavant. Deux autres statistiques intéressantes mettent en avant les problèmes de santé qu'engendre le coca et les autres boissons sucrées au Mexique. Premièrement, au cours des 10 dernières années, le diabète a tué 5 fois plus que la guerre de la drogue. Deuxièmement, le gouvernement dépense aujourd'hui 15% de son budget, soit 4 milliards d'euros par année, pour soigner les problèmes liés au poids. Mais alors, pourquoi parle-t-on de la cocalonisation du Mexique? Eh bien, nous avons vu que la compagnie Coca-Cola s'est implantée de manière rapide et forcée sur le territoire mexicain, qu'elle a bouleversé le mode de vie dans une région déjà pauvre, ainsi que les habitudes alimentaires et la façon de vivre. Le coca a également bouleversé les traditions locales et, enfin, il a grandement contribué à empirer les problèmes de santé au Mexique. Tous ces éléments nous amènent à comprendre la pertinence de l'emploi du mot cocalonisation, ce mot valise qui associe le Coca-Cola à une colonisation du Mexique. Le Mexique a commencé à prendre conscience de nombreux problèmes qu'apportait le coca dans sa population. Plusieurs manifestations contre le coca, dont une à San Cristobal en 2019, un gouvernement qui se rend compte des coûts de la santé toujours plus chers. Depuis 2014, le Mexique a instauré une taxe sur les produits dépassant un certain seuil de sucre, dans le but de désengorger les hôpitaux et d'avoir quelques rentrées d'argent pour équiper les écoles qui ne le sont pas en eau courante. En réponse, Coca a créé des boissons non sucrées, mais qui amènent d'autres problèmes pour la santé à cause de leurs composants. La situation au Mexique peut nous amener à nous poser une nouvelle question. Avec tous les avantages qu'a offert et qu'offre encore aujourd'hui Coca dans le pays, à savoir en termes d'emploi, de stabilité, de salaire, d'aide au développement, de recettes fiscales, avec les bouleversements que Coca a créés comme le sentiment de force et les traditions Coca. Le Mexique et San Cristobal pourront-ils un jour se départir de l'emprise de la firme américaine dans la région et dans le pays?